Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième session de BIA. Hop, donc faut juste que je m'organise un petit peu, c'est un peu le bazar. Donc du coup, aujourd'hui, ce que je vous propose, on va commencer par juste un petit rappel rapide de ce qu'on avait vu la dernière fois. Vous allez voir que j'ai fait un petit bricolage de qualité qui est presque à la hauteur de mes qualités de dessinateur. Donc ça va nous permettre juste de revoir un petit peu ce qu'on a vu la dernière fois. Et ensuite, on passera directement euh, à la deuxième partie du PowerPoint qui va porter principalement sur le train d'atterrissage et les commandes de vol. Donc, ce que je vous propose, c'est que là, vous avez une super maquette. Voilà. Alors, je sais pas si on y voit très bien parce qu'il y a des reflets à cause du scotch. On va essayer de revoir un petit peu ensemble les différentes parties qu'on avait vues la dernière fois. Donc, si je regarde ma maquette ici sur l'aile, ok, ouais, carton Amazon, effectivement. Ici, comment ça s'appelle le bord là? C'est-à-dire le bord de l'avant de l'aile qui est là. Hop, ici. Ça s'appelle comment cette partie par rapport à l'aile? Bord d'attaque. Le bord d'attaque, effectivement. Alors, à l'opposé, ici à l'arrière, on a, je suis pas encore très au point sur la caméra, désolé, mais ici on a le bord de fuite. Ok, super. Maintenant, sur le côté de l'aile, on a ce qu'on appelle le saumon, ok. Ou en anglais, ça s'appelle, ah, ouais, exactement, le winglet. Ok, super. Toujours sur cette aile, le dessus de l'aile s'appelle, n'hésitez pas à participer tous, hein, même en vocal si vous voulez. Alors, Emma nous propose l'intrados, est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Le dessus de l'aile? Non, c'est l'extrados. L'intrados, c'est le dessous de l'aile. Ok? Donc le dessus, c'est l'extrados, et le dessous, c'est l'intrados. C'est bon pour tout le monde, ça? Sur l'aile. Ici, on peut parler de plusieurs choses. On peut parler de sa position par rapport à mon super. Alors, ah oui, comment ça s'appelle le corps de l'avion, tant qu'on y est? Le fuselage. Fuselage, ok, super. Donc mon aile ici, elle est comment par rapport à mon fuselage? Sa position, c'est une aile. On avait vu trois C'est une aile positions. haute. Haute, Voilà, haute. effectivement, c'est une aile haute. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'aile de plus? Si je la regarde vue dessus, elle a quelle forme? Mis à part qu'elle est très bien faite. Elle est plate. Ouais, Enfin, c'est une aile droite, effectivement. Donc c'est une plat droite. et donc c'est l'aile droite. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre aussi? Ah oui, quand je la regarde de face ici, est-ce que mon aile elle va vers le haut, vers le bas ou est-ce qu'elle est droite? Et comment ça s'appelle cet élément-là? Effectivement, c'est le dièdre. Et ici, comme elle est plate, c'est-à-dire qu'elle est ni vers le haut ni vers le bas, c'est un dièdre nul. Si elle était vers le haut, alors j'ose pas trop le faire parce que ça risque de me faire, bon, ça va me casser mon carton. Si l'aile était vers le haut comme ça, ce serait un dièdre Positif. positif, effectivement. Et si elle était vers le bas, ce serait un dièdre négatif. Négatif. Ok, on va retourner l'avion. On va regarder maintenant son arrière. Ici, la partie qui est là-haut, c'est ce qu'on appelle cette partie verticale là. L'empennage, ouais. Et là, c'est l'empennage du coup Vertical. Empennage vertical et vertical. empennage Ok. horizontal. Donc là, on a l'empennage vertical et effectivement, là, ici, sur le côté, on voit bien l'empennage horizontal si je le mets comme ça. Ok. Ici, quel type d'empennage on a? Cette forme-là, là? J'aurais dit en T, mais. Alors, on propose en T. Est-ce que les autres, vous êtes d'accord? Ah non, en T c'est avec l'horizontal au-dessus. C'est le classique, effectivement. Le en T, c'est si j'avais ici la partie horizontale qui était tout en haut, comme un T. Ok? Voilà. Ensuite, on va regarder un petit peu les parties que j'ai coloriées avec plus ou moins de succès. Hop, pardon. Alors ici, on a ce qu'on appelle comment? Les parties qui Les sont ailerons. ici mobiles, les plus à l'extérieur, c'est les ailerons, effectivement. Ils servent à quoi les ailerons? Le roulis. Ouais. Alors les ailerons, ils vont faire quoi? On va le voir juste après. Ils vont nous permettre de tourner comme ça. Rouler. Donc faire du roulis, effectivement, l'axe de roulis.
tant que je suis sur cette partie-là, ici et ici, alors je sais pas si on y voit très bien, c'est en marron, c'est ce qu'on appelle ces deux parties-là, les volets. Ok, Christian. Ils servent à quoi les volets? À quel moment j'utilise les volets? Ah, atterrissage, décollage. Atterrissage, décollage, effectivement. Alors les volets, si je me mets un peu de profil, je vais essayer de bouger le bon, il va venir un peu comme ça. Au décollage, on le verra un peu plus tard, mais ça va me permettre en fait d'augmenter la portance. En fait, l'air qui va venir ici, si vous voyez, hop, pardon, il y a Ethan, hop là. Ok. Bonjour Ethan. Hop. Ok. Donc le volet, on va le mettre au décollage pour augmenter la portance. Alors au décollage, il faut pas les mettre trop importants parce que si on les met vraiment de manière abusive, comme là je l'ai mis vraiment de manière abusive, on va vraiment trop ralentir l'avion. Et donc du coup, si on ralentit trop l'avion, ben jamais il aura assez de vitesse pour décoller. Donc quand on décolle, on va mettre en général à peu près 10 degrés. Par contre, quand on veut atterrir, le but c'est que je suis en train d'arriver. Pardon, j'essaye de le faire à peu près. En plus, j'ai un vieux contre-jour. Quand je suis en train d'atterrir, mon but ça va être de ralentir l'avion. Donc là, au contraire, on va descendre les volets pour pouvoir freiner l'avion, tout en gardant assez de portance pour pouvoir atterrir. Et donc, effectivement, ça nous sert d'aérofrein du coup. Alors, ça sert indirectement d'aérofrein, effectivement. Hop, voilà. Et on va voir les aérofreins aussi aujourd'hui. Je les ai pas fait sur mon avion parce que vous voyez que j'ai déjà galéré à faire quelque chose d'à peu près potable. Ensuite, sur l'empennage vertical. Ah oui, dernière chose, par quoi c'est commandé les ailerons? Le balai. Ouais, par le manche. Alors attendez, j'envoie le lien. Excusez-moi. Hop. J'envoie le lien à Anakin, qui apparemment... Ensuite, donc ici, on a quoi? Sur l'empennage vertical, cette partie-là là, qui est mobile, qui est plus ou moins bien réalisée, mais qui est mobile. Hop. Ouais, c'est la gouverne de tangage? Non, de direction. Effectivement, bien joué Ethan. La gouverne de direction, en fait, elle va me servir à quoi? Alors, je vais essayer de le montrer un peu comme ça. On va le voir hein, tout à l'heure dans un schéma, mais quand ça tourne ici, mon avion va avoir tendance à, hop, faire un lacet. Donc en gros, ce qu'il faut bien voir, c'est que la gouverne de direction, elle va avoir tendance à me faire un lacet, c'est-à-dire à faire tourner l'avion par rapport à, si je fais un trait ici là, à le faire tourner par rapport à ce point-là, vers la droite ou vers la gauche. Ok? Donc la gouverne de direction ici, et sur l'empennage horizontal ici, on a quoi? Cette partie-là, que je fais, je sais pas si vous y voyez, hop. Là, c'est le tangage du coup. Ouais, alors ça c'est le tangage, ça s'appelle la gouverne de profondeur. Super. Gouverne de profondeur, on la commande avec le... Avec le manche. Ouais, le manche. Ouais, avec le manche. Non, le palonnier, Emma, c'est cette partie-là. C'est la gouverne de direction, le palonnier. Pour le lacet, Okay. ouais. Donc le lacet, c'est les pédales. J'appuierai sur les deux pédales. Et là, ici, ça, c'est je tire ou je pousse sur le manche et ça va baisser ou pas, ou monter ma gouverne de profondeur. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait une petite case en violet de chaque côté. Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous vous souvenez? On en a parlé très rapidement. Hein. On va en reparler aujourd'hui en fait. Est-ce qu'il y en a qui s'en souvient? Ouais, c'est le compensateur. Est-ce que tu te souviens du nom en anglais? Il y avait quelqu'un qui me l'avait dit la dernière fois, le compensateur. Ouais, c'est le trim, ouais. En anglais, ça s'appelle le trim. T-R-I-M. Donc ça, le compensateur, dans mon cockpit, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré, il y a une sorte de petite roulette à un endroit. On y a accès pas grand chose, hein, et on baisse comme ça, hop, avec la petite roulette. Le compensateur, il sert à compenser l'effort quand je suis en vol. Au lieu d'être tout le temps en tension sur mon manche, pour pouvoir maintenir mon vol, un vol stationnaire, plat, etc. Ben en fait, je vais mettre les compensateurs ici. Donc, hop, que de ces petites parties-là.
Alors je vais pas toucher forcément aux gouvernes de profondeur. Je vais mettre que un tout petit peu le trim ici, voilà. Bon, je sais pas si on y voit très bien, ma qualité de caméra est vraiment dégueulasse, mais je le mets un petit peu et ça va compenser très légèrement ce qu'il faut pour maintenir l'avion dans la position que je veux. Ça Pareil nous évite de ici, devoir jouer du manche du coup en boucle. exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de placer notre manche à la position neutre et ces compensateurs-là vont maintenir l'avion dans le vol rectiligne qu'on voulait. Et là, on a la même chose ici. Alors, c'est même un petit peu plus rare sur cette partie-là, mais ça existe aussi sur les avions un peu plus gros. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour de l'avion. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur ce qu'on a vu? On avait vu bon qu'il y avait le bloc moteur, on avait vu pas mal de choses. Je crois que c'est déjà pas mal ici. On a revu un petit peu tout ce qu'il fallait. Donc, normalement, si je me loupe pas, c'est pas gagné. Si je reviens ici, hop, en théorie, là vous y voyez maintenant mon premier écran avec le PowerPoint. Est-ce que le PowerPoint est écrit dans le bon sens pour vous? Oui. Ok, super. Parce que moi à l'écran dans mon logiciel en fait il est écrit à l'envers. Donc c'est juste pour être sûr. Ok. Donc, on va parler maintenant des trains d'atterrissage. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de trains d'atterrissage. Le premier, c'est le train classique. Le train classique, c'est quoi? C'est que, est-ce que vous voyez ma souris à l'écran ou pas? Oui. Ok, super, merci. Donc le train classique, c'est quoi? C'est qu'on a le train principal et on a ce qu'on appelle la roulette de queue. L'avantage d'avoir non, l'inconvénient principal, c'est que si vous regardez ici, mon avion, il a vachement le nez en l'air. Ce qui veut dire que mon pilote, en fait, au moment de décoller, bah, il y voit pas la piste devant lui. Et ça, c'est un peu problématique. Euh, Deuxième chose, c'est qu'en fait, ce type d'atterrissage et de décollage est beaucoup plus sensible au vent. Et donc, du coup, en fait, mes ailes peuvent avoir tendance à me faire tourner beaucoup plus de droite à gauche. Parce que ici, on est dans une configuration frontalement. Vous voyez que la surface apparente par rapport au vent, ici, si je suis comme ça, il y a quasiment rien. Donc, je suis pas beaucoup sensible au vent. Mais si je suis comme ça, bah là, j'ai une grosse surface. Donc, s'il y a du vent en face, eh bien, je vais avoir tendance à être beaucoup plus chahuté de droite à gauche. Un élément qu'il faut savoir définir, c'est ce qu'on appelle l'angle de garde. Alors l'angle de garde, c'est quoi? Je dois pouvoir prendre normalement un... Voilà. On va prendre ici le centre de gravité, d'accord? Le centre de gravité, je vais aller à la verticale. Et là, ici, vous voyez qu'il y a mes roues. Et je vais prendre l'angle entre mon train principal et la verticale du centre de gravité. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'angle de garde. En gros, ça veut dire quoi? Alors attention, dessin de qualité encore une fois. Je refais mon avion, mais vue de profil cette fois. Waouh, ceci est un avion de vue de profil. Ok. Je sais pas si vous le voyez, hein, mais voilà, hein, c'est mon avion. Mon centre de gravité est ici. Donc si je dessine ma verticale, c'est là. Et là, je fais ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'angle de garde. Ok. Pourquoi c'est important que mon centre de gravité soit assez à l'intérieur de mes deux roues? Ben en fait, il faut que l'avion, il ait pas tendance quand je veux quand je veux décoller ou atterrir, je veux pas qu'il bascule ni en avant. C'est-à-dire si mon centre de gravité était trop en avant, mon avion, il aurait tendance à facilement basculer vers l'avant. Donc ici, en général, on a ici un angle de garde qui est à peu près d'une vingtaine de degrés. Donc ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a ici sur celui-là, hein, deux jambes avec une roulette de queue. Deuxième type de train, c'est le train tricycle. Alors train tricycle, on a un train principal qui est ici et une roulette de nez. Cette fois-ci, l'avantage pour le pilote, c'est qu'il y voit tout droit, donc globalement, il y voit quand même mieux la piste et ce qui se passe. Et c'est moins sensible au vent parce que, encore une fois, vu de face, ici les ailes, elles n'ont pas une grosse surface visible en face, donc du coup, il y a moins de sensibilité au vent. Ici aussi, on peut définir l'angle de garde. Donc je prends le centre de gravité qui est ici, je définis la verticale. Attention, l'angle de garde, c'est toujours par rapport au train principal. Mon train principal, il est ici, il est à l'arrière. Ça, c'est la roulette de nez. Donc ici, j'ai mon angle de garde. Il y a des questions sur ça? Non? Ok. Il y en a plein d'autres.
types de trains d'atterrissage. Alors ici, si on regarde cet avion-là, on appelle celui-ci, c'est ce qu'on appelle un monotrace. Monotrace, ça veut dire quoi? En fait, il a ici et ici des roues, mais en fait, elles sont alignées. Ça fait un peu comme un roller. C'est-à-dire qu'il y a que des roues alignées. Et pour qu'il garde quand même un petit peu de stabilité, ici, il a des roues en dessous des ailes. C'est ce qu'on appelle ici les balancines. C'est ce qui va lui permettre, en fait, il a deux roues, hein, une devant, une derrière, comme ça, pardon, ici, une devant, une derrière, donc il aurait tendance à tomber sur les côtés, et pour éviter ça, on lui met des petites roulettes sur les côtés, comme sur un vélo. Voilà. Avant de finir sur ça, hop, est-ce que je peux nettoyer ça? Ok. Avant de finir sur ça, si je prends ici les deux roues, plus la roue arrière, donc là, mon fuselage, il est comme ça, hein. Hop, et ça, c'est vers l'avant. Oui, encore un dessin de qualité, je sais. Hop, allez. Ici, c'est bon, vous y voyez? Alors, mon pointeur, hop. Il faut savoir définir deux choses. Ici, l'écart entre les deux roues, c'est ce qu'on appelle la voie. Et la distance entre les roues arrière et les roues avant, entre le train principal et la roulette de queue, c'est ce qu'on appelle l'empattement. Alors j'essaye d'écrire au mieux, hein. Hop. Empattement. Hop. Bonjour Stuart. On a juste commencé les premières slides sur les différents types de trains. On a vu le train classique, le train tricycle et un mono. Un mono. Donc là, il faut savoir définir ça. La voie et l'empattement. C'est bon pour tout le monde? Et bien sûr, si je regarde de côté, c'est ce que je disais à l'instant, hop, si je regarde de côté avec mon train principal, ma roulette de queue, hop, ici mon avion, le centre de gravité, il faut savoir définir que cet angle-là, c'est l'angle de garde. Le train tricycle, il a quoi comme avantage? C'est-à-dire le fait d'avoir la roulette sur le nez. On a dit qu'on y voit mieux, on est moins sensible au vent, et par contre, l'inconvénient, c'est que c'est plus cher parce que c'est une roue qui doit être dirigée, donc ça revient plus cher. Et dernier élément, il y a une plus faible influence de l'hélice. C'est-à-dire que l'hélice ici, là, elle a tendance, quand elle tourne, elle va avoir tendance à faire tourner mon avion dans le sens inverse de l'hélice. Donc c'est ce qu'on appelle le couple de l'hélice. Et le fait qu'il y ait un train tricycle, ça réduit un petit peu cette influence. Bon, ça en vrai, on est dans des détails et je pense que vous n'aurez pas trop besoin de savoir le faire pour l'obéir. En général, les avions de chasse, ils ont presque tous un train de tricycle. Ouais. Mais parce qu'en fait, ça donne une plus faible, c'est ce que je disais tout à l'heure, train classique, je suis comme ça, train tricycle, je suis comme ça. Donc comme j'ai moins d'impact du vent, c'est beaucoup plus maniable pour l'atterrissage. Voilà. Mais merci pour le rajout. C'est bon pour tout le monde, je peux passer le schéma? Ok. Donc là, c'était un train monotrace. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a les roues alignées. Et il a deux petites roulettes sur les côtés pour garder l'équilibre. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans un atterrisseur? Alors, désolé. Donc ça, c'est ce que je vous ai dessiné à l'instant. Hein, donc ça sert à rien. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un atterrisseur? Donc là, il faut bien imaginer que là, c'est un train d'atterrissage. Ça, c'est un escamotable. Il existe des trains d'atterrissage qui sont fixes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas replier, et il y en a des escamotables qu'on peut replier. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, mais ça c'est un vérin. Le vérin, alors hydraulique parce qu'il est commandé par de l'eau, il sert à quoi? En fait, quand on va le sortir le vérin, donc c'est-à-dire que ça va sortir là, ça va avoir tendance à ramener mon train vers là-bas. Donc en gros, ça va venir replier mon train d'atterrissage. Hop. Ok. Je sais pas comment je nettoie. Ok. Ensuite, deuxième élément, la jambe du train. Alors la jambe du train, c'est quoi? C'est l'élément principal, c'est la structure, c'est
bah, la jambe, quoi. Comme pour vous, une jambe. Ici, on retrouve un autre élément qui est le compas de train. Alors, ça sert à quoi un compas? Est-ce qu'il y en a qui savent? Pour la direction. Ouais, exactement. En fait, le compas, hop, il est capable de mesurer l'angle. Donc là, pour l'instant, mon train, il est sorti. Mais quand mon train, il sera partiellement rentré, il sera capable de mesurer cet angle-là. Voilà. Un compas, ça sert à mesurer un angle. Ou une direction, du coup. Ensuite, l'amortisseur, il sert à quoi ici? Pourquoi on a besoin d'un amortisseur? Qu'est-ce qui se Pour la- passerait si on n'avait pas d'amortisseur? Ben, ça serait très sec quand on atterrirait. Ouais, Enfin, si on atterrit. exactement. Et en plus, on risquerait d'abîmer, alors, à la fois les roues et à la fois tout le reste du train d'atterrissage. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était à l'aérodrome, il n'y avait pas d'amortisseur sur les trains d'atterrissage. En fait, ce qui se passait, je vais prendre un exemple de qualité, encore une fois. Hop, donc le train d'atterrissage, on avait deux pattes comme ça. Mais en fait, ici, la lamelle qui est là, quand on atterrit avec ce genre d'avion, la lamelle va très légèrement se tordre. Et c'est la torsion du métal qui va faire la partie amortisseur. Est-ce qu'il y a des questions sur ça ou ça va? Non, ça va? J'avance? Ok. Hop. Alors, maintenant, on va en avoir un deuxième exemple ici. Donc là, c'est sur un Mirage 2000. Le premier élément qui est là-bas, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais vous voyez que ça va être la partie qui va permettre de bouger le train. Alors, il y a des trains d'atterrissage. Ici, je vais reprendre mon exemple. Quand c'est des trains d'atterrissage escamotables, excusez-moi, je coupe mon bout de carton qui est... Voilà. Quand j'ai des trains d'atterrissage comme là, hop, j'ai mon train d'atterrissage. Il y en a qui vont venir se ranger comme ça, hop, à l'intérieur. Et il y en a, quand ils sont sur les ailes, ou qui sont ici dans la structure, qui vont venir se ranger comme ça. C'est-à-dire sur le côté comme ça. Ok. Donc là, ici, sur le Mirage 2000, je sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est un qui va venir se ranger sur le côté, probablement pas très loin de l'aile. Donc là, le premier élément, c'est l'élément de commande, c'est le vérin. Ensuite, deuxième élément qui est ici, on retrouve ce qu'on avait appelé là. Personne sait? Ouais, la jambe. Effectivement, c'est la jambe du train. Ensuite, on retrouve ici l'élément qui va mesurer l'angle et tout ça, qui est le compas. Et enfin, on retrouve ici la partie amortisseur. Et enfin, bah, bien sûr, on retrouve un pneu ou la roue, quoi. Ok. Donc là, il y a la roue avec le pneu dessus. Voilà pour le train d'atterrissage. Maintenant, on peut avoir sur un train d'atterrissage, sur une seule jambe, donc là la jambe c'est ça, hein, ça c'est ma jambe, sur une seule jambe je peux avoir entre 1 et 8 roues. Donc ici, quand j'ai une seule roue, c'est ce qu'on appelle un train monoroue. Bon, jusque là ça va. Ce qui est plus marrant, c'est le nom quand j'en ai deux. Je sais pas s'il y en a qui savent un petit peu comment ça s'appelle. Alors, deux, c'est souvent un suffixe qui est connu, c'est bi. Et donc là, c'est un train à deux roues, donc c'est un diabolo. Voilà. Ça ressemble, je sais pas si vous savez ce que c'est un diabolo. Je parle pas du diabolomante, hein, je parle de l'objet. Le diabolo, c'est un élément qui est comme ça, hop, hop, là, comme ça, d'une qualité. Hein. On a deux bâtons, une ficelle qui passe en dessous, et voilà. Et si on regarde ici, on retrouve un peu la forme du diabolo. Ok. Donc ça, c'est juste pour s'en souvenir. Hein. Donc ça, train à deux roues, c'est un diabolo. Quand j'ai des trains à plus de roues, bah là ici, ils appellent ça un boogie à 4 roues à droite et à 6 roues à gauche. Voilà pour le train d'atterrissage. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui concerne le train d'atterrissage? Non? C'est bon pour tout le monde? Ok. Alors maintenant, on va attaquer
la partie qui est assez sympa, c'est les commandes de vol. Alors les commandes de vol, on va revoir les 3 axes de mouvement. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on le fait directement en caméra. Alors, il faut juste que je change, hop, mon setup. Hop là. Normalement, je suis repassé en plein écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous me voyez en plein écran. Ok, super. Alors, on revoit les 3 angles. Quand mon avion, il est comme ça, c'est l'axe de Engage. T'engage. Effectivement. Ensuite, je vais regarder de face. Effectivement. Alors, on essaye de laisser un petit peu les autres réfléchir aussi un tout petit peu. Quand l'avion, il fait comme ça, c'est l'axe. Je vous laisse réfléchir une seconde. Effectivement, c'est l'axe de roulis. Ok. Dernier élément. Quand mon avion, alors je suis obligé de le projeter pour vous, hein. Donc là, on imagine qu'on est au-dessus de l'avion. Quand l'avion, il tourne comme ça, c'est l'axe de lacet. Effectivement. Ok. Donc ça, c'est les 3 axes. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui commande ça. Et à la fin, on fera un joli tableau pour bien résumer tout ça. Oui, oui, pas de souci. De toute façon, on enregistre la vidéo, donc tu auras accès à tout ce qu'on a enregistré. Alors, donc ça, on vient de les voir, hein. L'axe de tangage en rouge. Ah merde, pardon, j'ai oublié de rechanger la scène. Hop, hop là. Donc, l'axe de tangage en rouge. L'axe de roulis en noir et l'axe de lacet en bleu. Donc ça, on les a vus. En tangage. Alors qu'est-ce qui commande mon avion en tangage? On l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais moi en tant que pilote pour... Tire le manche, on le pousse. Voilà. On tire ou on pousse sur le manche. Si je tire sur le manche, mon avion, qu'est-ce qui va se passer? Avant qu'il monte, il va se passer quoi? Ah, les volets vont se baisser. Pas du tout. Pas d'action sur les volets. Allez, t'as perdu ton tour. C'est quelqu'un d'autre. Alors, si je tire sur le manche, qu'est-ce qui change sur mon avion? Quelle partie de mon avion va s'activer? Effectivement, la gouverne de profondeur. Donc si je tire sur le manche, le gouverne de profondeur va venir comme ça. Voilà. Et donc, alors voilà, ça va se lever si je tire et ça va se baisser si je pousse. Si ça se lève, qu'est-ce qui se passe? Ben en fait, ça va avoir tendance. Le vent va venir. Ah mince, on n'y voit pas bien. Je suis désolé, il faut que je rechange de scène. Hop là. Je suis pas encore très au point sur ces trucs-là, sur les changements de scène. Ça viendra. Donc, si je tire sur le manche, ici, ma gouverne de profondeur va venir se lever. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il va y avoir du vent. Ça va avoir tendance à pousser l'arrière de mon avion vers le bas. Et donc, je vais avoir ce qu'on appelle une assiette à... Hop. À lever? Ouais. On appelle ça une assiette à... Alors, c'est pas à lever, à cabrer, effectivement. Cabrer, okay. Donc, quand je vais tirer sur le manche, je vais avoir une assiette à cabrer. Quand je vais pousser sur le manche, mes gouvernes de profondeur vont se baisser. Qu'est-ce qui se passe quand elles se baissent? Le vent qui est en dessous va avoir tendance... Ah mince, pardon, de ce côté-là. Le vent qui est en dessous va avoir tendance à lever l'arrière de l'avion. Et donc, je vais avoir une assiette à piquer. Ok, super. Voilà. Donc ici, hop, désolé, je reviens. Je suis un peu perdu dans mes scènes. Hop là, voilà. Donc, ici, c'est ce qu'on vient de voir. Si je pousse sur le manche, eh ben du coup ça baisse et donc du coup, hop. Si je tire, ok. Donc ici, ce qu'il faut bien voir, c'est que mes deux, alors ce qu'on appelle la gouverne de profondeur, ok, ou les élévateurs, ça c'est les élévateurs ou gouverne de profondeur, c'est toujours symétrique, c'est-à-dire que ils vont toujours fonctionner ensemble, contrairement aux ailerons qui eux peuvent fonctionner dans un sens et dans l'autre. La gouverne de profondeur, soit les deux se baissent, soit les deux se montent, mais j'ai pas le choix de faire un truc différent. Donc ça on l'avait dit, ok. Donc ici si on regarde, on voit bien que là ici on a la gouverne de profondeur ou ce qu'on appelle les élévateurs. Pareil ici, on retrouve bien à l'écran
les élévateurs ou la gouverne de profondeur. D'ailleurs, ici, on a ce qu'on appelle un empennage en quelle forme? Un empennage de type En T. en T, effectivement. Donc, quand j'ai ici le Rafale, contrairement à ma super maquette, il n'a pas d'empennage arrière. C'est un empennage de type canard. Donc l'empennage de type canard, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, ça reviendrait, hop, dessin de qualité encore une fois, à avoir des empennages qui sont au niveau du nez. Hop, je vais le mettre comme ça. Waouh. Alors, désolé, hein, c'est un peu petit ma caméra, mais qui sont ici, donc au niveau du nez, et ils peuvent eux aussi se baisser ou se monter. D'accord? Et ça va avoir un effet inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Donc ça peut avoir tendance à cabrer et ça peut avoir tendance à piquer. C'est bon pour tout le monde? Maintenant, contrôle en roulis. Donc le roulis, je rappelle, c'est quand l'avion il veut rouler, hein, donc c'est-à-dire faire ça. Le contrôle en roulis, c'est avec le manche. Alors là, c'est là l'intérêt d'avoir mis des couleurs sur mes ailerons. Hein. Je vais repasser en plein écran pour que vous y voyez mieux. Hop. Ok. Donc, prenons mon avion ici. Imaginons que je tourne mon manche. Je vais le tourner vers la gauche. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, si je prends mon manche et que je le tourne vers la gauche, alors ma gauche, hein, pardon, donc vers la gauche ici, le côté là où je tourne va se lever. Et le côté là où je tourne pas va se baisser. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? L'endroit où ça se baisse, je vais, si vous regardez, augmenter la portance. D'accord? Comme j'augmente la portance, cette aile-là va tirer plus vers le haut. Et ici, comme je l'ai mis vers le haut, ça va avoir tendance à diminuer la portance. Donc mon avion, il va avoir tendance à faire quoi? Il va avoir tendance à faire ça. Vu qu'il y a une aile qui porte plus que l'autre, il va avoir tendance à faire ça. Ok? Donc ça, c'est l'effet principal. Quand je vais mettre du manche à gauche, mon aileron gauche va se lever, mon aileron droit va se baisser, et mon avion va avoir tendance à pencher à gauche. Il va avoir du roulis à gauche. Si je mets du manche à droite, mon aileron droit va se lever, mon aileron gauche va se baisser, ok? Et cette fois-ci, je vais avoir du roulis à droite. C'est bon pour tout le monde cette partie? Alors, hop. Voilà. Donc, les gouvernes qui bougent, ces parties-là, c'est les ailerons. Ok. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les ailerons, je ne sais pas si vous avez remarqué dans mon super exemple de qualité, c'est qu'ils bougent toujours à l'inverse. Quand il y en a un qui se lève, l'autre se baisse. Et quand il y en a un qui se lève, enfin, quand il y a l'autre qui se lève, du coup, c'est le premier qui se baisse. Ok. Contrairement aux gouvernes de profondeur qui, elles, travaillent ensemble, tout le temps. Si on regarde ici, normalement, sur les avions qu'on avait vus ensemble, il y avait ici les volets. Sur l'avion qu'on a devant nous ici, l'aileron occupe tout le bord de fuite. Ça peut arriver, c'est que là ici, l'aileron il est sur toute la longueur de l'aile, ok, sur toute l'envergure. Ça, je vous rappelle, c'est ce qu'on appelle tout ça là, toute la longueur de l'aile, c'est ce qu'on avait appelé l'envergure. Waouh, j'écris vraiment très mal. Ok, il y a écrit envergure, hein. Ça se voit pas, mais voilà. Maintenant, on va voir le dernier élément qui est le contrôle en lacet. Je suppose que vous vous doutez avec quoi on actionne le lacet. La seule gouverne dont on n'a pas encore parlé, c'était celle-ci. Donc la gouverne de... Hop. Donc celle-ci, c'est la gouverne de... Ah pardon. Direction, ouais. C'est la gouverne de direction, celle-là. Et ma profondeur, imagine, profondeur, c'est quand tu veux monter et descendre. Donc c'est celle-ci. Ça, c'est les gouvernes de profondeur. Et la gouverne qui est là, la verticale, c'est celle pour changer de direction. Pour se tourner, quoi. Donc, pour contrôler le lacet, je vais utiliser la gouverne de direction. Donc, on l'actionne à partir de quoi, cette gouverne de direction? À partir du palonnier, à partir des pédales.
quand je crois que j'ai un super schéma après. Donc là ici on a la gouverne de direction qui est, alors la dérive, c'est toute cette partie là, d'accord? Tout ça c'est la dérive. Et enfin c'est l'empennage vertical, l'ensemble. Et là on a la partie fixe, on peut l'appeler la dérive, ok? Donc on peut l'appeler indifféremment dérive ou empennage vertical. Donc le contrôle enlacé, qu'est-ce qui se passe? Quand je veux aller à gauche, avec mon pied gauche, je vais appuyer. Ce qui va se passer, c'est que ça va faire tourner ici. Alors je sais pas si on y voit très bien, mais ça fait tourner ma gouverne de direction vers la gauche. Et quand elle va tourner vers la gauche, ici, l'air va venir taper de ce côté-là, et il va avoir tendance à plus forcer de ce côté-là, donc il va avoir tendance à faire tourner mon avion vers la gauche. Et inversement, quand je vais mettre du palonnier à droite, c'est-à-dire que j'appuie sur ma pédale droite, la gouverne va vers la droite, et mon avion va avoir tendance aussi à aller vers la droite. L'avantage, c'est que c'est assez facile à retenir, hein, du coup. Quand je mets du pied à gauche, la gouverne de direction va à gauche, mon avion va à gauche. Quand je mets de la pédale à droite, donc du palonnier à droite, ma gouverne de direction va à droite et mon avion va aussi à droite. Donc du lacet à droite. C'est bon pour tout le monde, l'idée? Est-ce que vous voulez que je réexplique quelque chose ou ça va pour l'instant? Ok. Bon, ben alors je passe à la suite. Ok, ça je viens de vous le dire. Donc ici, ce qu'il faut bien voir, c'est que sur mon avion que j'ai fait là, j'ai fait une très grande gouverne. Ça, c'est plutôt dans les avions de voltige. En fait, dans les avions classiques, on n'a pas besoin d'avoir un gros effet pour que ça tourne vraiment bien. Sur les avions de voltige, par contre, ils ont des grosses gouvernes de direction parce que eux, ils ont vraiment besoin de faire des mouvements très importants pour pouvoir ensuite commencer des virages, finir des virages, etc. Être très maniable. Il existe des surfaces hybrides. Alors, est-ce que vous vous souvenez comment ça s'appelle cette dérive-là? Ce type de dérive qui a, ici j'ai un rond, hop, et un truc comme ça. Donc effectivement, Emma, c'est un papillon. Est-ce que vous vous souvenez de l'autre? Le deuxième, qui avait, la dérive qui avait cette forme-là? Vous vous souvenez de son nom? La bidérive, effectivement. Ouais, vous êtes au point, super. Alors, hop. Donc là, ici, j'ai une gouverne papillon. Le truc, c'est que quand je regarde mon avion ici, quand je décale ma gouverne de direction, on est d'accord que ma gouverne de direction, elle n'aura pas du tout d'effet sur le côté force verticale sur mon avion. Donc en fait, ma gouverne de direction, elle joue que sur l'effet du lacet. Là, quand je prends cet exemple-là, ici, quand je vais venir l'actionner, ben, ça va avoir tendance, si je le fais baisser comme ça là, si je le fais baisser, ça va avoir tendance à augmenter la portance, mais ça va avoir tendance en même temps à, si je le baisse, à tirer l'arrière de mon avion vers la gauche. Donc en fait, ça va avoir un effet à la fois de tirer les fesses vers le bas et tirer les fesses vers la gauche. Donc ici, avec ce type d'empennage qui est pas horizontal et pas vertical, on va avoir deux effets en même temps. Tout le monde arrive à le voir l'idée un petit peu? Ok, super. Bon. N'hésitez pas à m'arrêter hein, si c'est pas très clair. Hein. Ok. Là, sur le Mirage 2000, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, on a à la fois élévateur et volet en même temps, et à la fois élévateur et aileron en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'empennage arrière. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on va avoir des effets qui sont doublés, quoi. On va avoir deux effets en même temps. Ok. C'est plutôt annexe. Hein. Vraiment, ce qui est important, c'est de comprendre les effets des différentes forces. Pourquoi, quand je tourne à gauche, quand je tourne à gauche, donc je mets du manche à gauche, mon volet gauche, mon aileron gauche se lève et mon aileron droit se baisse. Et pourquoi, du coup, ça va avoir tendance à faire un roulis à gauche, un tangage à gauche, pardon, un roulis à gauche. Je suis fatigué. Maintenant, ici, il y a un truc important. Regardez, je vais repasser. Hop, en plein écran, pour que vous y voyez bien. Regardez mon avion. Quand je suis ici, qu'est-ce qui se passe pour cet avion?
Eh bien en fait, ici, je suis d'accord, le premier effet, c'est que mon avion, il va avoir tendance à faire ça. On a augmenté la portance d'un côté, on a détruit la portance de l'autre, donc il a tendance à faire un roulis. Le problème, c'est que le vent Il va qui est là, tomber. alors non, c'est même pas ça, il y a un autre problème avant. C'est que le vent qui est là, ici, il va avoir tendance à augmenter beaucoup la traînée. Donc cette aile-là, elle va avoir tendance à être tirée vers l'arrière, d'accord? Cette aile-là, beaucoup moins. Parce que l'air, ici, l'aile, elle a un profil. Donc en fait, ici, l'aileron, il est quand même vachement plus dans le profil de l'aile. D'accord? On le voit moins que du côté rouge. Du coup, ça va avoir tendance à faire quoi sur mon avion? Si l'aile rouge, elle est plus tirée vers l'arrière que l'aile verte, mon avion, il va avoir tendance à faire ça en même temps. Donc mon avion, il va bien entendu avoir du roulis, mais en même temps, quand je tourne, il va avoir du lacet. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet secondaire ou l'effet induit. C'est quelque chose de très important, c'est que quand je vais mettre du manche à gauche, mon avion, il va avoir tendance à aussi tourner en même temps. Ok? Maintenant, je peux repasser sur la diapo. Donc, on va commencer par le plus simple, la profondeur. Donc quand j'actionne ici mon manche d'avant en arrière pour changer la profondeur, le nez monte ou descend, ça va augmenter ou diminuer ma vitesse. Alors pourquoi ça diminue ma vitesse? Parce que si je suis en train de monter, mon avion, il va ralentir, forcément. Et si je suis en train de descendre, imaginez bien que je suis en train d'aller dans le même sens que la gravité, mon avion, il va accélérer. D'accord? Donc, la gouverne de profondeur, c'est la seule qui n'a pas d'effet secondaire. C'est cool parce que quand je monte ou quand je descends, j'ai pas besoin de jouer sur ça. Par contre, ça a un effet secondaire sur la vitesse. Donc ça veut dire que quand je vais vouloir monter, faire une assiette à cabrer ou faire une assiette à piquer, il va falloir que je joue sur la puissance de mon moteur. Maintenant, ce qu'on appelle le gauchissement. Le gauchissement, c'est ça. C'est jouer sur le manche pour aller faire un roulis à gauche ou un roulis à droite. Quand je fais ça, c'est ce que je viens de vous dire, il y a un effet lacet inverse. C'est-à-dire que mon avion va partir dans le sens inverse de mon inclinaison. Et donc ça va avoir tendance à faire tourner mon avion dans un sens qui n'est pas voulu. De toute façon, moi, mon seul but, c'était de faire ça. Et mon avion va se mettre à se décaler. Et donc ça, c'est pas terrible. C'est ce qu'on appelle le lacet inverse. Donc, si j'incline mon manche à gauche, mon aileron gauche se lève, mon aileron droit se baisse, et mon nez va avoir tendance à partir à droite. Donc en fait, quand je vais faire ça, mon avion, il va faire ça. Hop. Et il va se mettre ici à faire comme si on voyait une glissade. C'est ce qu'on appelle, ici, c'est ce qu'on appelle un glissement. D'accord? Si je fais l'inverse, si je mets mon manche à droite, cette fois-ci, l'aileron droit se lève, l'aileron gauche se baisse, mon avion va faire du roulis à droite, et dans ce cas-là, le nez va partir. Ok? Il va partir à droite. Ok? C'est bon pour tout le monde l'idée? Donc ça, c'est l'idée de lacet inverse. Donc il faut le savoir, c'est que quand on va commencer, le jour où vous piloterez, quand vous commencerez à prendre votre virage, vous allez voir que votre avion, il va avoir tendance à se mettre à tourner sur lui-même, sur l'axe de lacet, et ça, ce sera un effet qui n'est pas voulu, et c'est ce qu'on appelle le lacet inverse. Dernier élément, c'est la direction. Donc c'est ici quand je joue sur le palonnier de direction, je suis en train de créer du lacet, d'accord? Et en fait, il se passe que il va y avoir un roulis induit dans le même sens que mon lacet. Donc ici, si je mets du palonnier droit, ma gouverne se met à droite, je devrais normalement avoir mon nez qui part à droite, et bien en même temps, mon avion va légèrement prendre du roulis à droite. C'est le roulis induit. C'est-à-dire que il va légèrement. Alors, ça vient de quoi ce roulis induit? Ça vient en fait de l'air de l'hélice qui va venir s'engouffrer et qui va faire une modification sur l'air qui s'engage sur l'avion. Je rentre pas trop dans les détails, c'est un peu technique et il faudrait que j'ai vraiment un bon schéma pour pouvoir vous l'expliquer. D'accord? Ce qu'il faut juste savoir, c'est que quand on actionne une commande,
ça a l'effet qu'on veut, donc sur les gouvernes qui nous intéressent, ça va avoir un effet sur l'avion, mais il va y avoir un effet induit, donc c'est un effet secondaire qui est pas forcément voulu. Voilà pour ça. Est-ce que ça allait cette partie-là? On va le revoir tout ça au fur et à mesure quand on reverra tout ce qui est, je ne sais plus comment s'appelle le chapitre, tout ce qui est aérodynamique. Dans le chapitre aérodynamique, on reverra ces éléments-là. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Hop. Ouais. Ok. Alors, ok. Ok. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tableau pour résumer ça. Hop. Donc, un tableau blanc. Hein. Hop là. J'aurais dû prendre Word, ça aurait été plus simple. Hop là. J'ai combien? J'ai 3 lignes. 1, 2, 3. Ok. Donc, d'un côté, on va mettre le nom. Alors, hop. Ici, c'est la commande de profondeur. Qu'est-ce qu'on actionne? Donc ici, qu'est-ce qui est actionné? Qu'est-ce qui est actionné quand je fais la gouverne de profondeur? C'est quoi que le pilote, il actionne? Hop. Le manche. Voilà. Donc là, c'est le manche. Merde, c'est ici. Donc il actionne le manche. Et il actionne comment le manche? Vers l'arrière ou l'avant. Vers l'avant ou vers l'arrière. Ok? Qu'est-ce que ça change comme angle? C'est quel angle qui est modifié par la gouverne de profondeur? C'est-à-dire quand je fais mon manche vers l'avant ou vers l'arrière, ça change quel angle? Vertical. Alors, je vous rappelle les trois types J'ai compris d'angles. la question en fait. Les trois types d'angles, c'est tangage, roulis, lacet. Donc quand je fais mon Ah. manche d'avant en arrière, quel est l'angle qui est changé? Effectivement, c'est l'angle de tangage. Alors j'écris pas très bien, hein, mais je vous laisse noter si vous venez noter. Sur quoi ça a un effet? Sur quoi ça joue en fait? Quand j'actionne mon manche d'avant en arrière, ça va changer mon angle de tangage grâce à quel élément de l'avion? Ouais, j'écris pas très bien. Hein. C'est quel élément de l'avion qui va bouger quand je change mon manche d'avant en arrière? Bah, c'est l'empennage. Ouais. C'est Oui, alors profondeur. l'empennage, attention, c'est toute cette partie-là, d'accord? Ouais. Ici, ce qui Et va c'est bouger, c'est vraiment la gouverne de profondeur. gouverne de profondeur. Ok. Ouais. Donc là, ici, ce qui va bouger dans cette colonne-là, c'est la gouverne, hop, de profondeur. Ce qu'on appelle aussi les élévateurs. Ok. Donc, quand je veux changer la profondeur ici, j'actionne le manche d'avant en arrière, ça va changer mon angle de tangage et ça change sur mon avion la gouverne de profondeur. Ok? C'est quoi l'effet induit? Hop. Hop. C'est quoi l'effet induit? Est-ce qu'il y a un effet secondaire? Induit ou secondaire ici, hein? Plutôt, on va marquer effet secondaire plutôt que induit. Est-ce qu'il y a un effet de secondaire quand j'appuie sur ma gouverne de profondeur? Est-ce que ça va avoir un effet sur le roulis ou le roulis ou le lacet? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Non, ça n'a pas trop d'effet. La profondeur, c'est la seule qui nous laisse tranquille. Deuxième élément, le gauchissement. Gauchissement. Alors je suis désolé, je suis obligé de dépasser des cases, mais vous arrivez à comprendre.
comment je fais un gauchissement? Mon gauchissement, c'est quoi? C'est pour faire ça. Donc, j'actionne quoi pour faire du gauchissement? Ouais, le manche. Et cette fois, le manche dans quel sens? Vers la gauche ou vers la droite. Alors, bien sûr, si j'ai un volant, hein, je tourne le volant dans ce cas-là. Ça change quel angle? Quand j'essaye de faire ça, ça change l'angle de roulis. Merci. Et sur quoi ça va avoir comme effet? Donc sur mon avion, quelle est la partie de l'avion qui va bouger quand je bouge de mon manche de droite à gauche? Ce sera les ailerons. Ouais. Ok. Je vous rappelle un dernier truc ici, tant que j'y suis, c'est que ça, les élévateurs, ils sont forcément actionnés en symétrique. Ok. Et les ailerons, ils sont forcément en dissymétrique. C'est-à-dire quand il y en a un qui monte, l'autre descend. Ok. Voilà. Youp. Alors j'avais laissé une case ici, c'était pour l'explication. Ok. Bon, l'explication, on l'a faite ensemble dans le truc, donc c'était juste pour pouvoir faire une explication. Maintenant, quel est l'effet secondaire? Hop. Quel est l'effet secondaire d'actionner mon manche de droite à gauche? Le glissement? Ouais, alors l'effet secondaire, c'est effectivement l'effet de lacet de lacet inverse. Donc ici, l'effet secondaire, c'est que j'ai un lacet inverse. Donc, si j'essaye comme ça, hop, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Est-ce que vous y voyez? Non, pas trop. Hop, ici, là, j'ai mis mon manche à gauche, j'aurai du roulis à gauche, mais j'aurai du lacet du coup à droite. Ok? Donc j'ai mon avion qui aura tendance à faire... Alors, on le sent, hein, en vrai, quand on est en train de piloter, on sent que notre avion, il commence à aller comme ça, et en fait, au lieu de se mettre correctement dans l'axe du virage, il va avoir tendance à légèrement avoir le nez qui dérive comme ça, hop, en même temps qu'on essaye de tourner. Ok? Donc c'est ce qu'on appelle le lacet inverse. Dernier élément, c'est ce qu'on appelle la direction. Hop. La direction, je l'actionne grâce à quoi? Au palonnier? Ouais, palonnier. Donc le palonnier, je répète pour tout le monde, hein, c'est les pédales. Ok? Ça joue sur l'axe de... Le lacet? lacet. Ouais, ok, super. Sur l'axe de lacet. Ça joue sur quelle partie de mon avion, le palonnier? Alors je sais, on l'a répété 20 fois, hein, mais c'est des éléments, en fait, comme c'est le centre de l'avion, quand ensuite, dans les prochains cours, on parlera de lacet et tout ça, je veux absolument que vous soyez au point. Alors, Thomas, je suis d'accord, ça se situe sur l'empennage vertical, mais il faut faire attention à un truc, c'est que... comment dire? L'empennage vertical, c'est tout ça. La partie mobile qui est là, ça s'appelle... Alors la dérive, c'est pareil, c'est tout l'ensemble. La gouverne de direction. Donc voilà, faut pas confondre l'empennage vertical qui est tout l'ensemble et la seule partie qui est mobile, c'est la gouverne de direction. Donc ici, dans mon tableau, je marquerai gouverne de... Oula. Désolé, hein, j'écris pas très bien, mais à la souris, j'ai pas branché ma tablette tactile, donc voilà. C'est la gouverne de direction. Quel est l'effet secondaire de mettre du palonnier? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand je mets du palonnier à droite, mon avion va avoir tendance à tourner à droite et en même temps, il va avoir tendance à avoir du roulis et il a du roulis dans le même sens. Donc, si c'était du roulis dans le sens inverse, on appellerait ça du roulis inverse, mais comme c'est du roulis dans le même sens,
c'est ce qu'on va appeler le roulis induit. Ça va pour tout le monde, c'est clair? Tout ça? Ah, je suis désolé, avec ma caméra, vous y voyez peut-être pas. Hop, est-ce que c'est mieux là? Hop, allez, je le remets. Hop là. Ok. Donc on aura du roulis induit en bas à droite. Ok. C'est bon pour tout le monde, je peux passer à la suite? Ou vous voulez encore une seconde pour finir d'écrire? Pour ceux qui écrivent. J'attends juste que vous me disiez que c'est bon pour vous et comme ça, le temps que tout le monde me dise. J'aurais dû mettre en pause l'enregistrement. Allez, zouf, on reprend. Ok. Youpla. Alors maintenant le contrôle de la vitesse. Contrôle de la vitesse, je sais pas si vous vous souvenez, dans l'avion on avait une petite tirette comme ça, c'était la manette des gaz. Ça nous permet de contrôler la puissance du moteur, et si j'augmente les gaz, et ben du coup ça va augmenter la puissance du moteur, donc du coup ça va aller plus vite. Le problème c'est pour freiner. Pour freiner, je peux forcément réduire les gaz, mais il y a un moment où mon avion, si je suis en train d'être dans une assiette à piquer, mon avion peut encore être en train de prendre de l'accélération et ma manette des gaz, bah, si j'ai ralenti mon maximum au maximum mon moteur, bah, je pourrais pas faire plus. Pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle des aérofreins ou des spoilers. Alors, je vérifie juste où j'en suis de mes notes, que je vous ai dit tout ce que je voulais dire. Hop, c'est bon. Ok. Donc, les aérofreins et les spoilers, ça va être quoi? Ça va être des éléments qui sont sur l'avion, qui vont nous permettre de ralentir, de freiner, en augmentant les frottements. D'accord? Et en plus d'augmenter les frottements, ça peut permettre, notamment pour les spoilers qui sont montés sur les ailes, ça va détruire la portance. C'est-à-dire que mon avion, en plus, il va perdre en portance et donc en général, il va commencer sa descente. Donc si on regarde ici, je sais pas si vous y voyez bien, mais là, dans le fuselage, ici là, cette partie-là, hop, c'est une plaque qui était normalement ici, qui s'est ouverte, hop, comme ça. Et donc ici, on le voit bien, c'est un aérofrein. Hop, est-ce que je peux effacer? Oui. Oh, je suis pas au point encore. Donc on a un aérofrein ici sur le fuselage directement de l'avion. Ici, on en voit au-dessus de l'aile. Donc cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle les spoilers. Donc les spoilers, ils sont vraiment sur le dessus de l'aile, ici, et ils vont venir, hop, s'ouvrir. Et quand ça va faire ça, ben, ça va vraiment ralentir au maximum mon avion. Ici, si on regarde, on voit des aérofreins qui sont en bout d'aile. Ah ben, on y voit plus ou moins, hein. Je sais pas si vous y voyez bien, mais on n'y voit pas grand-chose sur cette qualité de photo. Voilà à peu près l'idée. Donc ce qu'il faut retenir, les aérofreins, c'est le terme générique, ça peut être partout sur le fuselage. Des fois, il y en a en dessous, il peut y en avoir sur la queue, on l'a vu tout à l'heure, pardon, ici, sur la queue de l'avion. Et les spoilers, c'est ce qu'on trouve sur le dessus de l'aile. La compensation statique des gouvernes, on en a parlé déjà un tout petit peu tout à l'heure. Donc, ce qui se passe, c'est que si en plus mon avion il est pas bien équilibré, il peut y avoir des efforts, et pour ça,
il y a des, on va dire, mécaniquement, on peut faire quelque chose pour que mes gouvernes, elles soient moins sensibles aux efforts et aux oscillations liées à toutes les forces qui s'appliquent quand mon avion il vole. Pour ça, on peut les équilibrer avec des maslottes. Alors, je sais pas si vous avez déjà été voir vos parents changer une roue chez le garagiste. Quand on va chez le garagiste changer une roue, il va mettre la roue sur une machine qui fait tourner très 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 vite la roue. Et la machine, elle va mesurer en gros à quel point la roue elle a tendance à vibrer. Quand elle fait ça, à la fin, il vient sur la roue et il va mettre des petits clips qui sont des petites masses pour équilibrer la roue et éviter qu'elle vibre. Ben, pareil sur les avions, on peut venir mettre des petites masses pour équilibrer l'avion et éviter que certaines parties vibrent à certaines fréquences. La deuxième compensation, c'est la compensation pour éviter que l'avion, ce que je disais tout à l'heure, si je suis obligé de en permanence tirer sur mon manche pour maintenir mon avion dans une position stable, pour faire un vol rectiligne, bah, je serai en train de forcer en permanence, et donc pour ça, on va utiliser les compensateurs qui sont là. Donc, ici, on sépare les compensateurs en deux, les compensateurs d'évolution et les compensateurs de régime. Voilà en gros un petit peu l'idée. Bon là il y a, ça revient, ce schéma-là il revient un petit peu à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a des éléments qui peuvent bouger comme ça verticalement. Donc ça revient à ces petits éléments-là là, sur la webcam, c'est ça. Hop, j'ai mon élément qui peut aller vers le bas ou vers le haut pour compenser l'effort. Mais ça peut aussi, comme on voit ici, bouger d'avant en arrière pour ici aider à compenser certains efforts. D'accord ? Donc d'un côté, on a le compensateur d'évolution, c'est plutôt quand on est en statique, et de l'autre, on a le compensateur de régime, c'est plutôt quand je suis en vol. Voilà un petit peu pour tout ça. Et il nous reste un dernier élément qui est le dispositif de transmission. Mais avant, est-ce que vous avez des questions sur les compensateurs? Ou ça va à peu près? Non? Ça va? Ok. Bon, ben allez, on a bientôt fini du coup. On en a plus pour très longtemps. On va parler maintenant des dispositifs de transmission. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on était à l'aérodrome, on a vu 3 avions. Vous vous en souvenez, on en a vu 3 dans le hangar. Les 2 premiers, on ne voyait pas les câbles. Et d'ailleurs, c'était des systèmes à câbles. Mais par contre, sur le Piper, c'est, vous savez, celui qui était le plus au fond, le plus vieux, on voyait bien les câbles métalliques. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les dispositifs de transmission, il en existe plusieurs, suivant si on est sur des petits avions, des gros avions, etc. Souvent, les petits avions, ils sont sur des types de transmission classiques. C'est des transmissions soit par câble, soit par bielle. Alors, c'est quoi une bielle? Est-ce que vous savez ce que c'est une bielle? Ouais, c'est ça. En gros, une bielle, on peut imaginer ça, alors soit comme une tige en fer, soit comme une plaque, une sorte de plaque un peu fine en fer. Donc la bielle, c'est ça. Donc en gros, dans les transmissions directes, on a soit des câbles, donc ça va être des transmissions qui sont plutôt molles, entre guillemets, ou par bielle. Et quand on fait de l'aéromodélisme, d'ailleurs, si vous regardez un peu sur Internet, on a beaucoup de transmissions par câble, parce que c'est plus simple à gérer pour des petits modèles. Deuxième type de transmission, les transmissions hydrauliques. Pourquoi on a besoin d'hydraulique? En fait, l'hydraulique, c'est très puissant. L'inconvénient, c'est que c'est un petit peu plus lent, mais c'est surtout très très puissant. Donc du coup, au lieu que, imaginez si je suis sur un A380, à la main, si j'avais des câbles qui devaient bouger, des plaques qui font je sais pas quel poids, mais qui sont extrêmement lourdes, plus les efforts qui se passent, parce qu'en l'air, il faut bien voir que pour pouvoir commencer à avoir une assiette à cabrer, il va falloir des efforts monstrueux sur les gouvernes de profondeur ici, pour que ça commence ici à cabrer. Donc du coup, on utilise des transmissions hydrauliques. Et troisième élément, transmission électrique. Donc chacun de ces 3 éléments a ses avantages et inconvénients, et on va essayer de regarder un tout petit peu les 3. Donc, tant que les câbles et les bielles, en fait, à l'époque, c'était ce qui était utilisé au début, parce que c'est le plus simple, c'est de la mécanique pure, et pour les avions qui sont assez légers, comme on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'efforts sur les différentes gouvernes, et ben du coup, ça suffit d'avoir des câbles ou des bielles, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts dessus.
D'accord? Pourquoi il faut que l'avion soit pas trop rapide? Ben parce que en fait, si l'avion est trop rapide, on a des efforts qui sont beaucoup plus importants liés à la dynamique du vol. Voilà. Donc, si je regarde ici, pour la gouverne de profondeur, alors le schéma, je sais pas si vous arrivez à le comprendre, mais mon manche, je vais le bouger d'avant en arrière pour la gouverne de profondeur. Quand je le bouge d'avant en arrière, ça va avoir tendance à faire quoi? Ici, j'ai une barre et ici, j'ai une barre. Si je bouge, je vais prendre une couleur, hop, hop, je vais prendre du violet. Si je bouge mon manche en arrière, quand je le bouge en arrière, cette barre-là, elle va avoir tendance à aller vers là-bas. Et comme ici, je suis attaché à un point fixe, cette barre-là, elle va avoir tendance à aller vers là-bas. Quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe pour ma gouverne? Si vous regardez, eh bien en fait, on a dit que cette barre-là, elle a tendance à aller vers là-bas, cette barre-là, elle a tendance à aller vers là-bas, donc ma gouverne, elle a tendance à se relever pour suivre l'orientation de cette barre qui va se mettre comme ça du coup. Ça va l'idée à peu près? Donc la profondeur, on voit bien que le manche, quand je tire le manche, ça a tendance à lever ma gouverne de profondeur. Ok? Et quand ça lève la gouverne de profondeur, ici, hop, je vais avoir le cul de mon avion qui va se baisser. Et donc quand je tire sur le manche, je vais bien avoir mon avion qui monte. Voilà pour ça. Ensuite, ok, bon ben voilà, ça c'est ce qu'on avait dit. Maintenant, quand je tourne mon manche vers la gauche ou vers la droite, cette fois ça va actionner les ailerons. Mais on veut que chaque aileron y soit commandé dans le sens inverse. D'ailleurs, si on le voit ici, si je reprends mon schéma précédent, ici, si vous regardez, les deux côtés de ma gouverne de profondeur, en fait, c'est même un seul élément. Hein. D'ailleurs, sur l'avion qu'on avait vu pendant quand on a été à l'aéroclub, c'était un seul bloc qui faisait la gouverne de profondeur. Un seul bloc. D'accord? Donc, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, moi, c'est deux blocs différents, mais par contre, ils seront toujours commandés ensemble. Si je descends un, je descends l'autre. Forcément, ils descendent ensemble. La différence, c'est quand je suis sur les ailerons, quand je vais mettre mon manche ici vers la gauche. Alors, l'avant de l'avion, il est ici, hein, d'accord? Quand je vais mettre mon manche vers la gauche, qu'est-ce qui va se passer? Mon manche, il est fixé ici. Quand je vais le mettre vers la gauche, ça va avoir tendance à faire quoi? Eh bien, si mon manche va vers la gauche, le bas du manche va vers la droite. Alors bon, à l'écran, bien sûr, c'est inversé, hein. S'il va vers là-bas, ça va avoir tendance à pousser ça. Et quand ça pousse ça, ça va avoir tendance à tirer ça. Et donc, inversement de l'autre côté, on a les autres flèches qui vont là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Eh bien, ici, comme je pousse en haut et que je tire en bas, mon aileron de droite, il va avoir tendance à aller vers le bas. Et inversement, ici, comme je suis en train de tirer dans ce sens-là, là, je suis en train de tirer en haut et de pousser en bas. Donc, mon aileron gauche, il va avoir tendance à aller vers le haut. Donc, quand je mets du manche à gauche, mon aileron gauche va aller vers le haut, mon aileron droit va aller vers le bas. Mais ils n'ont pas le choix, ils sont forcément inversés l'un par rapport à l'autre. Mécaniquement, si vous voyez ici, ça a été inversé. Mécaniquement. Ça va pour tout le monde, ça, cette idée? Ok. Donc là, il nous redonne d'autres vocabulaires, on s'en fiche. Dernier truc, le palonnier. Donc troisième commande qu'on a vue aujourd'hui, le palonnier. Quand je vais mettre du pied à droite, donc mon pied gauche, techniquement, si je mets du pied à droite, ici comme ils sont autour d'un axe, mon pied droit, il va revenir un petit peu. En vrai, quand on pilote, moi quand j'ai piloté, je sentais pas trop mon pied revenir. Je suppose que je faisais pas attention, j'étais concentré, donc je sais pas, il faudra réessayer. Quand vous piloterez, donc je mets du pied à droite, qu'est-ce qui se passe? Ça fait tourner cet axe. Quand ça fait tourner cet axe, mon cadre, ici, cette partie-là du cadre va avoir tendance à aller vers l'arrière, et cette partie-là du cadre va avoir tendance à revenir vers l'avant. Et donc, si ça va vers là-bas et ça va vers là-bas, ça va avoir tendance à faire tourner cet axe comme ça. Donc quand je mets du pied à droite, ici, ma gouverne de direction va aller vers la droite. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand je mets du pied à droite, ma gouverne de direction va vers la droite. Et mon avion, il ira aussi
vers la droite. Il aura du lacet à droite. Ok? Donc, c'est le palonnier qui change la gouverne de direction. Dernier élément, comme ça c'était valable, tout ce qui est bielle et câble, c'est bon pour les avions légers, parce qu'il faut que le pilote, c'est lui qui directement met toute la force pour commander directement les différents éléments. Donc si je suis sur un très gros avion, il faudrait que je force énormément. Donc pour éviter ça, on va utiliser l'énergie hydraulique. L'énergie hydraulique, elle a beaucoup de force. On utilise des bielles, donc encore une fois, on utilise la partie bielle pour aller jusqu'aux commandes, mais par contre, à la fin, on va avoir des sortes de grosses, un peu comme des gros vérins qui vont pousser et tirer les différents éléments. Donc si on regarde ici, là on est sur un volet de bord d'attaque, on va avoir ici, alors le cardan, c'est quoi un cardan? C'est un bras comme ça mécanique avec à la fin un élément qui va changer un petit peu le type de mouvement, d'accord? Bref, ce qui est important ici, c'est que j'ai ici mon système hydraulique qui va commander en entrée et en sortie mon bord d'attaque. Là, normalement, il me semblait qu'on en avait un deuxième, mais apparemment pas. Sur les avions de combat, il faut bien voir que les commandes, on est obligé en permanence de compenser absolument tous les efforts. Le problème, c'est qu'un humain, on va commencer à compenser quelque chose qui sera déjà passé à autre chose, et on serait tout le temps en train de bouger dans tous les sens. Pour éviter ça, on utilise l'intelligence de l'ordinateur et d'un système numérique, et on va utiliser ce qu'on appelle des commandes de vol électriques. Les commandes de vol électriques, elles vont mesurer les efforts qui se passent en permanence, et elles vont compenser les petits efforts qu'il y a besoin de compenser. Comme ça, le pilote, lui, pourra se concentrer sur vraiment commander son avion en vol, c'est-à-dire pas devoir compenser les vibrations en gros. Hein. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle des commandes de vol électriques, CDVE, ou Fly-by-Wire, FBW. Alors, c'est un peu bizarre parce que wire, ça veut dire, en anglais, câble. Et donc, en fait, Fly-by-Wire, là, sous-entendu, c'est les câbles électriques. D'accord? Voilà. Ça va pour tout le monde l'idée à peu près? Je vous ai pas trop perdu? Non? Ok, super. Donc, ce sera, je crois, une des dernières slides, parce qu'on, ouais, une des deux dernières slides. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la chaîne de commande de vol électrique? On a un pilote qui va faire un effort physique sur le manche, ok, ou sur le palonnier, donc sur les différentes commandes. Ça va être transmis en signaux électriques jusqu'à l'ordinateur. L'ordinateur, il va en même temps mesurer tout ce qu'il y a besoin pour faire des calculs et ensuite donner ce qu'on appelle ici, ça c'est ce qu'on appelle, je vais changer de couleur parce que je pense que vous y verrez mal, c'est ce qu'on appelle le feedback. Le feedback, je sais pas si vous avez déjà joué avec à l'ordinateur quand on achète une manette de console ou un manche, il y a des manettes qui sont classiques, mais il y a des manettes ou des manches qui sont avec ce qu'on appelle feedback, c'est-à-dire que le retour de force, donc feedback ou retour de force, hein, le retour de force, oula, il n'y a pas de D, retour de force, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le pilote, quand il va commencer à mettre du manche à gauche, il a besoin de sentir l'avion et de sentir qu'il est en train de forcer. Alors bien sûr, ce sera pas la force réelle qu'il applique sur l'avion, mais il a besoin de sentir qu'il se passe quelque chose pour être en contact. Et donc, en fait, dans les commandes, on va avoir des moteurs et grâce aux signaux électriques de l'ordinateur, ça va venir forcer sur le manche et sur les palonniers pour que le pilote il ait l'impression de vraiment commander son avion. Sinon, il aurait l'impression de commander un peu à l'aveugle. C'est-à-dire que il bougerait son truc, mais il aurait aucun effort à faire. Et dans ce cas-là, ce serait dangereux parce qu'en fait, il saurait jamais si c'est en train de forcer ou pas en train de forcer. Voilà pour cette partie. Et donc, le pilote commande ses commandes, c'est envoyé sous forme de signaux électriques à l'ordinateur avec modèle de vol. Et cet ordinateur, il va venir commander un ou des moteurs électriques et qui vont commander des servocommandes, donc l'hydraulique à la fin.
D'accord? Et ça va faire bouger les différentes gouvernes, que ce soit gouverne de profondeur, gouverne de direction ou les ailerons. La chaîne ici, elle est claire à peu près pour tout le monde, ça va? Je vous ai pas trop perdu? Ok. Super. Donc ça, c'est important de comprendre un peu cette idée de que le signal, il est transformé sous plusieurs formes pour être transmis finalement au gouverne, pour éviter que le pilote, il ait à forcer. Voilà. Donc, l'avantage des commandes électriques, c'est que ça va permettre d'aider à, faire, à piloter les avions qui sont plutôt instables. Ça va optimiser les actions du pilote, c'est-à-dire que le pilote va se concentrer que sur la partie vol, c'est-à-dire régler l'orientation de son avion, son assiette, etc., et pas sur la partie compenser tous les petits efforts un peu liés aux perturbations autour de lui. Ça va supprimer aussi la gestion des effets secondaires parce qu'on peut dire à l'avion, quand je veux que mon avion il fasse du roulis, il va avoir du lacet induit. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ben du coup, on va pouvoir, grâce à l'ordinateur de bord et au modèle, on sait que si je commence à avoir du roulis et que je vais avoir tant de lacets inverses, et ben je peux commander en même temps de manière proportionnelle ma gouverne ici de direction pour annuler l'effet inverse. Alors, sur les tout petits avions, ça, on l'a pas du tout. Donc, quand on est sur un petit avion, quand je commence à mettre du manche à gauche, mon avion va commencer à faire du lacet inverse, c'est-à-dire du lacet à droite, et donc, pour compenser ça, je serai obligé de faire du palonnier à gauche pour redresser mon avion dans le bon sens. Voilà. Ça permettra aussi de diminuer la consommation en croisière parce qu'en gros, l'ordinateur de bord va optimiser les commandes pour limiter la consommation. C'est utilisé pour les gros avions de ligne, bien sûr, et pour les avions de combat. Pour tout ce qui est les avions, les petits avions comme ceux qu'on a vus à l'aérodrome, c'est pas du tout utilisé. Ici, on voit un petit peu différents éléments. Ici, on a la gouverne. On va retrouver des servocommandes qui sont là, avec ici des éléments qui partent, avec toute la partie hydraulique et le vérin hydraulique ici de commande des gouvernes. Voilà pour aujourd'hui. On a terminé. Donc, je pense qu'on a été un peu plus court que les fois d'avant. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Est-ce que c'était clair? Est-ce que ça vous a toujours plu? Vous êtes toujours partant pour continuer? Ouais? Ok. Bon, ben super. Du coup, je vous remercie. Je vais arrêter l'enregistrement. Hop.